Peut-être on a eu l'impression que la Syrie a été oubliée, mais non, cette journée prouve le contraire. Nous voudrions avoir de vous l'appréciation de la situation sur Terre. Aujourd'hui, vous avez parlé des points de convergence et aussi des points de désaccord. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que vous avez pu régler? Est-ce que vous avez pu surmonter ces points de désaccord? Je ne commencerai pas par les désaccords, mais plutôt sur ce qui fait que la base qui fait que nous sommes capables de travailler ensemble. Nous considérons tous qu'il faut garantir l'intégrité territoriale de la Syrie. Et ça, c'est important. On ne va pas entrer dans les détails et ça, c'est le point principal. Et cela est confirmé, encore une fois, dans la déclaration commune. Et à mon avis, c'est un point essentiel. Oui, il peut y avoir des divergences qui sont manifestes, mais nous sommes tous d'accord sur le processus constitutionnel. Et grâce à nos efforts, nous avons réussi à réunir tout le monde, des partis qui s'opposent, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'opposition, autour de la table des négociations, des experts, des représentants de la société civile, l'ONU. Et à mon avis, ça c'est très important. Ça c'est la première chose. Deuxième point, aujourd'hui ce qui est très important, c'est l'aspect humanitaire et cette coopération avec la Syrie, parce que les sanctions qui ont été imposées contre la Syrie, contre le peuple syrien, n'ont pas donné de résultats. Et on a une part énorme de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Et c'est une situation très critique. Et il serait injuste de mettre à part tel ou tel groupe et de politiser l'aide humanitaire. Troisième point, il y a différentes approches sur la façon d'apporter cette aide humanitaire. Et donc elle peut justement être organisée de façon à ce qu'elle corresponde complètement au droit humanitaire international, et cette aide doit être acheminée par les autorités officielles, par Damas, et nous sommes mis d'accord sur le fait de poursuivre le schéma d'acheminement qui existe aujourd'hui pour pour qu'on ait un peu plus de temps pour mettre nos positions d'accord. Donc il y a une première aide humanitaire, il y a une deuxième aide humanitaire. Il y a des divergences aussi sur sur ce qui se produit sur la rive est de l'Euphrate. Et nous avons des positions qui sont communes ici, notamment sur le fait que les troupes américaines doivent quitter le territoire syrien et qu'il faut rétablir les autorités syriennes sur cette partie du territoire. Mais il y a aussi des divergences sur la façon d'organiser, de stabiliser la situation dans cette région. On sait qu'il y a les missions de patrouille et de convoi qui est mixte entre la Russie et la Turquie. C'est un schéma qui fonctionne à long terme et donc il faudrait pouvoir remettre sous les autorités de Damas cette partie du territoire. Et alors, à ce moment-là, les troupes syriennes pourraient travailler sur place et on pourrait avoir des interlocuteurs. Et ça me paraît important pour pouvoir stabiliser la situation. Mais dans l'ensemble, ce travail se poursuit. Et j'ai souvent parlé de ça et je tiens à le souligner encore une fois. Le travail de cette troïka entre la Russie, la Turquie et l'Iran, c'est un travail que nous faisons de concert, qui consiste à rechercher un compromis et 99% du territoire reconnaît l'autorité de Damas. Et dans ce cas, quand on parle du terrorisme international, justement, il faut voir que nous avons su casser cette vague de terrorisme et ça, c'est un résultat considérable. Komsomolskaya Pravda, Valentin Yefimov, Monsieur le Président, vous avez eu aujourd'hui 3 entretiens, 3 tête-à-tête, d'abord avec M. Raisi, ensuite avec M. Khomeini, puis avec M. Erdogan. Et après ces rencontres, aucune de ces rencontres, il n'y avait pas de point de presse. La seule chose que nous savons, c'est que
Le sujet que vous avez abordé avec vos homologues, c'est la partie protocole, la partie protocolaire. Qu'est-ce qu'il avait de plus important aujourd'hui pendant ces entretiens tête-à-tête, notamment, par exemple, vous avez dit que vous avez évoqué la question des céréales avec votre collègue turc, la livraison, l'exportation des céréales russes, ukrainiens. Est-ce que vous pouvez parler en détail de ces questions-là? Oui, il n'y a aucun secret ici. Tout cela est connu. Il y a certains aspects, certains détails. Je n'ai pas pu suivre tout ce qui a été dit dans l'espace médiatique. Mais je vous dis, tel que je vois les choses, ce qui m'a important, le plus important parmi ces 3 rencontres, c'est que chacune de ces rencontres, il y a eu des questions qui sont les plus importantes pour cette rencontre précise. Je l'ai dit lors de la conférence de presse, dans mon message à la presse, avec le chef spirituel de l'Iran, nous avons parlé de questions stratégiques et notamment du développement de la région. Et c'est un point important de notre activité. Et c'est important de prendre en compte son avis, son évaluation de la situation. Et sur beaucoup de points, nos positions concordent. Et je pense que c'était très important, effectivement, que nous ayons eu cette rencontre avec le président Raïssi. Nous avons parlé surtout des aspects économiques et je tiens à noter que ces 6 derniers mois, le volume des échanges entre la Russie et l'Iran a augmenté de 40%. C'est un indicateur très important et donc tout cela, c'est une orientation très prometteuse et qui concerne différentes activités économiques. C'est le développement des infrastructures, par exemple. Vous savez que sous la direction d'un des vice-premiers ministres russes, il y a l'activité autour du Caucase du Sud et le développement des infrastructures et des décisions à prendre sur le plan des infrastructures dans cette région, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie. Et dans cette orientation avec l'Iran, il y a beaucoup de choses que nous devons faire, qui peuvent être faites. Et sur l'itinéraire nord-sud, il y a eu les premiers essais de liaison ferroviaire et de liaison, ça va en direction de l'Iran, du Golfe Persique. Et tout cela, c'est un petit tronçon sur le territoire iranien, 146 km, mais la construction de cette voie ferroviaire est intéressante aussi pour l'Azerbaïdjan. On en a parlé avec le président Aliyev dans le cadre du sommet de la mer Caspienne. Nous en avons parlé avec nos partenaires iraniens aussi, et la Russie est aussi intéressée parce que c'est un axe qui part du nord depuis Saint-Pétersbourg, qui nous permet d'avoir un accès jusqu'au Golfe Persique. Et donc, c'est un axe très important, très prometteur. La question consiste surtout à... C'est-à-dire qu'il y a ce tronçon de 146 km qui est assez court, mais la Russie est prête à participer ici. Et en gros, nous discutons avec nos amis, nos collègues iraniens, azerbaïdjanais. Et donc c'est un travail tout à fait concret. Et pour nous, c'est un travail qui est évidemment intéressant en lui-même. Nous avons des services à proposer et pour l'entreprise des chemins de fer russes, mais il y a aussi d'autres orientations en matière de sécurité. Par exemple, nous avons parlé ici, il est important pour nous aussi de bien comprendre la position de l'Iran et comment eux, ils voient leur participation dans ces efforts mutuels que nous faisons pour reprendre la coopération entre l'Iran et l'AIEA. Je ne veux pas entrer dans les détails maintenant,
mais c'est une partie importante de notre coopération avec l'Iran. La question des céréales. Oui, la question des céréales. Et c'est ce qu'on a discuté avec le président turc. Oui, j'ai déjà dit que la République de Turquie, et en particulier personnellement, le président Erdogan a fait beaucoup pour qu'il y ait un accord conclu sur les céréales ukrainiennes. Mais dès le début, nous avons posé la question sur le fait que ceci doit être entériné. Et parce que nous partons du fait que toutes les restrictions qui ont été imposées contre les livraisons de céréales russes, toutes ces restrictions doivent être levées. Nous avons parlé avec les organisations internationales. Tout cela doit être entériné. Pour l'instant, personne n'a rien exprimé contre ça, y compris nos partenaires américains. Nous verrons ce qu'il sortira de tout cela très prochainement. Mais vous savez que les restrictions liées aux engrais sur le marché international ont été, dans les faits, levées par les Américains. Et donc, s'ils veulent améliorer la situation sur le plan alimentaire mondial, il faut lever les restrictions aux exportations russes. Mais je le répète encore une fois, nous sommes maintenant, là, tout de suite, nous sommes prêts. Nous avons un potentiel de 30 millions de tonnes de céréales et cette année, ça pourrait aller jusqu'à 50 millions de tonnes. Izvestia, Monsieur le Président, il y a une crise énergétique en Europe qui est en train de survenir et on dit que Gazprom est prête à couper le gaz. On dirait qu'un avis a été envoyé à l'un des destinataires et qu'il y a des conditions force majeure. Dites-nous s'il vous plaît, donc on accuse la Russie de cette crise énergétique. Est-ce que Gazprom honorera ses obligations? Premièrement, Gazprom a toujours rempli et remplit actuellement et a l'intention de continuer à remplir ses obligations. En ce qui concerne le fait que nos partenaires cherchent à nous imposer leurs propres fautes, cela n'a aucune justification. Qu'est-ce qui se passe ici sur la livraison des sources d'énergie? Regardez, il y a 2 ans, le gaz, on avait 100 € pour 1000 mètres cubes. L'an dernier, c'était 250. Aujourd'hui, ces jours-ci, on est à 1700. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai parlé très, très souvent. Est-ce qu'il faut rentrer dans les détails? C'est-à-dire la politique énergétique européenne qui a négligé l'importance des modes traditionnels d'énergie et qui ont misé sur des nouvelles sources d'énergie. Et dans le domaine énergétique, ils ont décidé donc de miser sur ces nouvelles sources. Par exemple, l'énergie éolienne, il n'y a pas eu de vent, pas suffisamment, et voilà le résultat. Les investissements qui ont été faits dans le capital, essentiellement dans les sources traditionnelles d'énergie, ont été sujettes à des décisions politiques. Les autorités n'assurent pas les garanties, le transport ne se développe pas. Voilà le résultat de la politique. C'est une politique de plusieurs années, de toute une décennie. Et c'est de là que vient le problème. Ça n'a aucun rapport avec les actions de la Russie et de Gazprom. Et les prix augmentent. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous livrions ces derniers temps en Europe, via la Russie par exemple, 30 milliards de mètres cubes en Europe sur 170. 55 milliards passaient par Nord Stream 1 et 33 milliards, si je ne me trompe pas, par Yamal Europe.
sur 2 itinéraires qui passaient par le territoire de l'Ukraine. Alors, via la Turquie, c'est 12 milliards. Par l'Ukraine a soudain déclaré qu'un des itinéraires sur les 2 serait fermé par elle. Alors, il prétendait que c'était parce que les stations de pompage se trouvaient sur le territoire de la République de Lugansk. Mais cette station de pompage a arrêté il y a quelques mois. Et là, ils viennent de fermer. Et après, on s'est aperçu que ça fonctionne parfaitement. Personne n'avait mis d'obstacle. Et ils disent qu'ils ont fermé pour des raisons politiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la Pologne, elle a introduit des sanctions, tout d'un coup, sur l'itinéraire Yamal-Europe. Et là, c'est 33 milliards. Et chaque jour, ils mettaient 34 mètres cubes. Et alors, ils ont branché le système de reverse pour importer du gaz d'Allemagne. Et le gaz d'Allemagne, il vient d'où? C'est du gaz russe, justement. Pourquoi? Parce que avant, c'était moins cher pour les Polonais. Et alors, parce que par l'Allemagne, c'était moins cher. C'est-à-dire que les entreprises allemandes ont eu un intérêt à vendre aux Polonais. Et les Polonais, c'était moins cher pour eux que de prendre directement. Mais le volume de gaz total en Europe s'est réduit. Et donc, les prix ont augmenté. Qui a gagné? Tous les pays européens ont perdu. Ça, c'est le deuxième point. Yamal-Europe. Donc, on a un des itinéraires par l'Ukraine qui est fermé. Ensuite, il y a Yamal-Europe. Et ensuite, Nord Stream 1. Donc, c'est un des itinéraires principaux. 55 milliards de mètres cubes par an. Là, il y avait 5 stations de pompage Siemens. Une devait être mise en révision et à sa place, il y a une station, une pompe de l'usine Siemens au Canada qui devait revenir et elle a été bloquée par les sanctions au Canada. Donc ça veut dire qu'il y a une machine qui était en révision et l'autre qui n'était pas arrivée. Et donc maintenant on nous dit que bientôt nous aurons cette machine depuis le Canada. Et pour l'instant nous n'avons vu aucun document en ce sens. Et nous devions les recevoir parce que cette machine, elle nous appartient, elle appartient à Gazprom. Et Gazprom doit recevoir pas seulement le métal, cette machine, mais les documents qui vont avec, les documents juridiques, la documentation technique. Il faut comprendre que Gazprom doit savoir dans quel état lui parvient l'équipement, que ce soit sous sanction ou non, est-ce que ça va être confisqué un jour? Mais c'est pas tout. Et aussi, fin juillet, le 26, si je me trompe, il y a également une autre machine doit être envoyée en révision. Et on va prendre comment pour la remplacer? Et il reste encore une machine. Et je sais qu'il y a eu un problème technique sur place. Et donc aujourd'hui, on n'en a que 2 qui fonctionnent. C'est 60 millions de tonnes par jour. Donc il y en aura une qui reviendra. Et alors si, quand même sur les 2, il y en a une qui est envoyée en révision, il n'y en aura plus qu'une, c'est-à-dire 30 millions de mètres cubes par jour.
Gazprom est victime de quoi ici? Coupable de quoi? Donc il y a ces révisions, il y a une station de pompage qui est bloquée. Gazprom est prêt à pomper tout ce qui est prévu. Et ils refont la même erreur, ils retombent dans la même ornière avec les produits pétroliers. Et donc il y a cette idée, on va limiter les volumes du pétrole russe, bloquer les prix du pétrole russe, etc. C'est la même chose, c'est la même erreur que ce qu'ils ont fait avec le gaz. Le résultat sera le même, une augmentation des prix. Les prix du pétrole vont s'envoler. En ce qui concerne le gaz, nous avons encore un autre itinéraire, c'est Nord Stream 2. On peut le lancer, on peut l'ouvrir, mais il n'a pas été ouvert. Mais là, il y a un problème qui est lié au fait qu'il y a un mois et demi ou 2 mois, nous en avons parlé avec le chancelier allemand, c'est-à-dire Gazprom a réservé des puissances, des capacités, et cet itinéraire, ce gazoduc ne peut pas rester simplement comment? Et la réponse du chancelier, il a dit qu'il y a des questions plus graves aujourd'hui. Alors je suis désolé, mais moi j'étais obligé de vous prévenir que la moitié du volume destiné à Nord Stream réduira le volume qui sera disponible pour le retraitement. Et Gazprom en a parlé en détail. Gazprom a fait ce qu'il fallait de son côté. Et donc, si aujourd'hui on lance Nord Stream 2, on ne sera pas à 50 milliards, mais exactement la moitié, 25 milliards, parce que il y aura, si on nous dit d'attendre encore 6 mois, ça va encore retarder. Donc, cette situation, la situation est telle aujourd'hui. Mais Gazprom a rempli et va remplir ses obligations. Gazprom ne pourra pas remplir ses obligations à 100% si on lui ferme et qu'on lui met des bâtons dans les roues tout le temps et qu'on cherche un coupable. Ce serait triste si ce n'était pas... ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Chers amis, je vous propose de poser la dernière question. Bonjour, Dmitry Lavrov, Gazeta Izvestia. Vous avez eu l'entretien avec M. Erdogan qui a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à organiser des pourparlers entre vous et M. Zelensky. Est-ce que vous avez évoqué cette question aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le président de l'Ukraine? Le président Erdogan fait beaucoup pour réunir les conditions favorables pour normaliser la situation. Il y a eu les célèbres discussions d'Istanbul. On était presque parvenus à un accord. Il ne restait plus qu'à le parapher. Mais après cela, pour créer ces conditions, nos troupes s'étaient retirées du centre et de l'Ukraine et de Kiev. Et finalement, les autorités de Kiev ont refusé d'avancer, alors que l'accord était presque trouvé. Le résultat final dépend non pas des intermédiaires, mais des partis qui sont en discussion. Et nous voyons aujourd'hui, nous ne voyons absolument pas une telle volonté chez les autorités de Kiev. En ce qui concerne la Turquie, quelles que soient les propositions qui sont faites par d'autres pays, les Émirats arabes par exemple, il y a des opportunités qui existent. Et à tous nos amis qui sont intéressés dans la résolution de cette crise, nous sommes reconnaissants de possibilités offertes et même... Mais si on peut avancer, évidemment, ce sera très bien. Je vous remercie pour votre attention.